Oui, oui, c'est ça, il y a encore. Mais parce qu'on va manquer de temps. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Je crois oui. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers collègues et chers participants, excusez d'avoir fait un discours écrit, je ne voulais pas mettre un mot avant l'autre. Alors, mais c'est vraiment un grand honneur et une immense joie de vous accueillir aujourd'hui à cet événement de sensibilisation et de mobilisation pré-COP28 sur les négociations internationales et les changements climatiques. Je tiens sincèrement donc à remercier chacun d'entre vous. Merci beaucoup, François. Donc, je disais que je tenais à remercier chacun d'entre vous d'avoir répondu à notre appel et d'être ici pour discuter d'une question cruciale qui affecte non seulement notre génération, mais aussi les générations futures, comme vous le savez si bien. Nous nous réunissons donc aujourd'hui dans un contexte crucial de l'histoire de notre planète. Les changements climatiques représentent l'un des défis les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée. Les signes des changements climatiques sont déjà visibles. Les incendies que nous avons vécus cet été, les inondations, et j'en passe, toutes les catastrophes que nous avons connues jusque-là, les vagues de chaleur meurtrières, les tempêtes, etc., etc., sont les preuves scientifiques que nous sommes vraiment dans une période charnière. Et la COP28, qui se tiendra dans quelques semaines, sera un moment crucial pour la communauté internationale pour prendre des décisions sur ces phénomènes-là. Les décisions que nous prendrons lors de cette conférence auront donc un impact durable sur notre planète. Il est donc de notre devoir, en tant que citoyens du monde, de nous rassembler, de dialoguer, de partager nos connaissances et de faire pression sur nos dirigeants pour qu'ils prennent des mesures audacieuses et décisives pour lutter contre les changements climatiques. Cet événement donc, que nous organisons aujourd'hui n'est pas seulement une occasion de sensibilisation, mais aussi un appel à l'action. Nous devons donc agir maintenant, ensemble. Nous devons exiger que nos dirigeants mettent en place des politiques climatiques ambitieuses qui peuvent promouvoir des énergies renouvelables, qui doivent réduire les émissions de gaz à effet de serre et qui peuvent soutenir la communauté vis-à-vis des vulnérabilités que l'on rencontre un peu partout, déjà vécues ces derniers jours également. Nous sommes donc ici pour créer un élan, pour montrer que la société civile, je dirais les entreprises, les chercheurs, les gouvernements peuvent travailler ensemble, main dans la main, pour un avenir plus durable. Nous avons le pouvoir donc de changer les choses, mais cela exige notre engagement et notre détermination. Au cours donc de cette séance, ou de cette journée, si vous voulez, nous entendrons bientôt, bien sûr, des experts, nos collègues. Je vais parler, par exemple, de Catherine Bien, de Marc Ordon, de François Audet, de notre invité distingué, bien entendu, mais aussi quelques étudiants. Je vais nommer Daphné Baudouin. Donc, nous entendrons ces différentes personnes avec qui nous allons partager les expériences qu'ils ont vécues. En travaillant donc ensemble, ici aujourd'hui, nous allons pouvoir donc nous préparer effectivement et efficacement pour les semaines à venir, c'est-à-dire pour les jours qui vont meubler la COP28. Je vous remercie infiniment d'avoir donné ce temps
à nous, parce que c'est à nous tous qu'appartient cette planète-là. Je vous remercie infiniment pour cela et je vous souhaite une très, très belle séance. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Merci beaucoup, Claude, pour l'introduction. Mon nom est Catherine Vien, je suis nouvellement professeure associée à l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire et qui est partie de l'Institut d'études internationales de Montréal. Et je suis également chercheuse postdoctorale à l'Institute of Development Studies qui est basée à l'Université Sussex en Angleterre. Donc, merci beaucoup, Claude, pour l'introduction. Cette activité va se dérouler en deux parties. Donc, premièrement, on va avoir un panel avec moi-même, Mark Purdon et Patrick Charland également. Et par la suite, nous aurons notre invité d'honneur, Guy Saint-Jacques, fellow de l'IEIM, de l'Institut, et également ancien, qui a été, parmi d'autres tâches, négociateur pour le Canada dans les négociations climatiques. Donc, avant, je pourrais peut-être mentionner que c'est un événement organisé par l'Institut des sciences de l'environnement, avec Claude, l'Institut d'études internationales de Montréal, la chaire sur la décarbonisation, dont le Marc est le directeur, et également financé par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Il fallait que je regarde parce qu'ils ont changé. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour ce premier panel qui s'intitule « Les conférences sur le climat, remise en question et avancées ». Comme Claude l'a mentionné, en novembre, du 30 novembre au 12 décembre aura lieu la COP 28. Qu'est-ce qu'une COP? Donc, brièvement, je pense que c'est important de le mentionner. En 1992, on a adopté sur la scène internationale la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la CCNUCC. Cette convention-là a mis en fait les bases pour un régime mondial de gouvernance sur le climat, où est-ce qu'on vise la coopération, la collaboration entre les États, mais aussi la société civile, les municipalités, les entreprises multinationales pour lutter contre la crise climatique. À partir de 1995, des conférences ont lieu à chaque année pour discuter sur des objectifs collectifs sur la scène mondiale, mais aussi pour discuter comment mettre en œuvre ces objectifs-là. Il y a eu plusieurs gros moments qui ont marqué depuis 1995. Assurément, le protocole de Kyoto qui a été adopté en 1997. Et plus récemment, il y a eu une COP à chaque année. Souvent, les COP, on a des grosses COP où est-ce qu'on adopte des grands protocoles, des accords, etc. Et les COP suivantes servent de mise en œuvre, pour mettre en œuvre les accords. Et plus récemment, en 2015, on a adopté l'accord de Paris. J'ai eu la chance d'être présente lors de l'adoption de cet accord historique en 2015. Ce qui est particulier de l'accord de Paris, c'est qu'on s'est basé sur ce qu'on appelle des INDC, donc Intended Nationally Determined Contribution, des contributions déterminées au niveau national. Donc, au lieu de partir de grands cadres, si on veut, on a dit aux États, arrivez à la COP 21 avec vos propres ambitions et vos propres objectifs. Et de là, on va adopter un accord sur la scène mondiale, et c'est ce qui a été adopté. Et à chaque 5 ans, on va faire un retour sur ces objectifs-là. Et l'objectif, en fait, à chaque 5 ans, c'est aussi de rehausser les ambitions. Donc, la COP 26 qui a eu lieu finalement en 2021, parce que la COP 26 devait avoir lieu en 2020, lorsqu'il y a eu la pandémie. C'était une grosse COP qui était attendue, où est-ce qu'on visait justement à faire un bilan et aussi voir comment que les États pouvaient rehausser leurs objectifs. Par contre, avec la pandémie, ce qui est arrivé, c'est qu'on a dû repousser en 2021. Comme impact, je pense qu'il est important de mentionner que la COP 26, par exemple, il y avait moins de participation des pays les plus vulnérables, donc beaucoup d'États du Sud, donc justement les pays les plus vulnérables à la crise climatique, mais aussi à la pandémie, n'ont pas pu se présenter à la COP. On avait moins de participants, donc c'est sûr qu'il y a eu un effet lors de cette COP-là. Ensuite, il a fallu reporter les nouvelles cibles à l'année, en 2021. Je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que la COVID a aussi eu des impacts socio-économiques vraiment importants sur plusieurs États et ça leur a mis en fait au devant l'importance du financement international que Marc va aborder un petit peu tantôt.
Mais aussi, ça l'a remis de l'avant l'importance de voir la crise climatique comme étant à l'intersection d'autres crises. Donc, comment que la pandémie affecte la crise climatique et vice-versa. Donc, vraiment de les voir comme des crises qui sont imbriquées. Donc, ça, c'est super important à prendre en considération. Aussi, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est un peu une montée des gouvernements nationalistes de droite avec quand même d'isolationnisme aussi. Donc, plusieurs États qui ont refermé leurs frontières et se sont dit on va devenir de plus en plus autonome au niveau énergétique notamment. Moi, je travaille beaucoup sur l'Inde. Donc, l'Inde, par exemple, a décidé d'aller vers ses propres ressources en charbon davantage pour devenir un peu plus autonome au niveau énergétique. Donc, on a vu un refermement à ce niveau-là. Et la COP26, grand enjeu important, était donc la question énergétique. Pour ceux qui étaient, pu voir que, en fait, à la fin des négociations, la Chine et l'Inde, on a la chance d'avoir M. Saint-Jacques pour parler de la Chine notamment. On a vu donc qu'on a poussé pour parler de phasing down du charbon. Donc, on se retire tranquillement, on veut réduire donc l'exploitation de charbon, mais pas phasing out, donc en sortir. Donc, ça a marqué beaucoup les négociations. Donc, la COP27 l'année passée, donc Claude a mentionné Daphné, on avait une délégation de l'UQAM notamment. La question énergétique toujours aussi centrale avec assurément la guerre en Ukraine qui a affecté beaucoup les discussions avec beaucoup d'États qui se sont tournés temporairement vers d'autres sources d'énergie, donc le charbon par exemple, mais aussi d'autres sources de gaz naturel par exemple. On a vu un changement du discours l'année passée, donc on est passé on ne parlait plus de phasing out, de sortir, par exemple, des énergies fossiles ou du charbon. Bon, on n'en parlait pas beaucoup, mais on en a encore moins parlé, pour parler plutôt d'une accélération du développement des systèmes énergétiques à faible émission dans le document final. Deux autres points qui sont importants de mentionner. L'année passée, la COP a été critiquée beaucoup pour avoir un lobby important de l'énergie fossile, donc énormément de multinationales qui étaient présents. On a critiqué comme quoi ça avait beaucoup de poids sur les négociations, sur les résultats des négociations. L'année passée, une des victoires, si on veut, de la COP a été l'adoption à la toute fin donc, du fonds pour les loss and damage, donc les pertes et préjudices. Donc, toutes qui concernent en fait donc les pertes encourues en raison de la crise climatique. On peut penser, par exemple, aux petites îles qui risquent de disparaître là, avec la montée des eaux, par exemple. Et donc, par rapport à ça, un comité transitionnel a été mis en place et c'est ce qu'on attend donc, pour la COP28 pour voir comment on peut opérationnaliser ce fonds-là. Hein, c'est tout le temps l'enjeu. D'un côté, on veut assurer, et en fait, le grand défi de ce comité-là, c'est de dire, bon, d'assurer qu'il y a effectivement des fonds, parce que c'est toujours l'enjeu, qu'il y ait des fonds significatifs. Le deuxième défi par rapport au loss and damage, c'est vraiment de prendre en compte, en fait, les impacts non économiques sur les communautés. Donc, par exemple, une île qui disparaît, ce n'est pas juste des pertes matérielles, mais c'est des liens historiques, des liens culturels, des relations avec la terre qui sont perdues. Donc, comment qu'on peut prendre en compte cet aspect-là non économique là, dans la mise en œuvre du fonds. Et c'est ce qui me fait arriver donc à la COP28, donc qui s'en vient dans les prochains mois. Donc, beaucoup d'attentes, en fait, des grands enjeux qui vont être discutés. Donc, d'abord, l'opérationnalisation du fonds, comme je l'ai mentionné, de loss and damage. Vraiment un autre aspect très important, c'est le Global Stocktake que Marc va également aborder tantôt, qui vise donc à évaluer les progrès de l'action climatique au niveau mondial. La dernière chose que je peux peut-être mentionner sur cette COP 28, qui est très particulier, c'est son emplacement. Donc, une COP qui est à Dubaï. Ça soulève plusieurs enjeux. C'est un État pétrolier, donc vraiment au cœur de l'industrie pétrolière, mais aussi un État qui est dans un État qui est extrêmement critiqué pour l'état des droits humains. Donc, ça a amené beaucoup de groupes de la société civile, d'organisations à remettre en question la pertinence d'une COP-là. Plusieurs ONG se sont même retirées. Donc, on dit ne pas vouloir aller à la COP. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important. On va pouvoir le voir dans comment ça va se dérouler. Les ONG ont peur aussi au niveau des protestations, parce qu'un des aspects cruciaux, moi, je travaille beaucoup sur les ONG, la société civile, mais un des aspects cruciaux des négociations, c'est oui, il y a des négociations d'un côté, mais il y a une société civile qui est active, qui bouillonne de l'autre côté avec des initiatives et qui veut faire pression sur les décisions.
Pour conclure peut-être ce mot, je pense que ça... Donc, on va voir des ONG qui se retirent, mais se retirer, c'est aussi laisser l'espace. Hein. Donc, je pense que les compagnies pétrolières sont là, doivent être là, doivent faire partie de la discussion. C'est super important parce que ils ont les ressources et c'est eux qui font de l'extraction des ressources, mais il faut une balance. Donc, on a besoin de cette société civile-là, on a besoin des ONG qui font contrepoids. Et peut-être petit mot de la fin, justement, les COP, on peut peut-être parler d'efficacité ou de non-efficacité des COP, mais ce qui est le plus important, c'est que pour y avoir été, peut-être que mes collègues pourront témoigner, mais c'est vraiment un espace d'échange pour la société civile, pour les petites entreprises, pour d'énergie renouvelable, pour des échanges d'idées, vraiment du réseautage incroyable. Donc, oui, on peut remettre en question leur pertinence, mais c'est quand même un lieu où est-ce que ça bouillonne d'initiatives et tout ça. Donc, pour continuer la discussion sur ça, j'ai la chance d'avoir avec moi deux autres experts sur la question. Donc, on va commencer avec Mark Purdon. Mark Purdon, qui est professeur au département de stratégie et responsabilité sociale et environnementale à l'ESG UQAM et également titulaire de la chaire sur la décarbonisation. Mark est spécialiste des recherches sur la politique mondiale en matière de changement climatique et a participé à presque toutes les COP depuis 2005. Il prépare un ouvrage s'intitulant temporairement ou vraiment l'écologisation de l'État développementiste, l'économie politique de l'efficacité du financement de la lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement. Et son intervention, comme je l'ai mentionné, va parler un peu du Global Stocktake qui est en train de se faire maintenant et la question du financement. Et tantôt, j'aurai Patrick Charland que je vous présenterai par la suite. Donc, Marc, la parole. Merci. Je vais faire ça rapidement, là, puis on peut passer déjà le deuxième diapo. Je vais faire un revue, je ne vais pas aller en détail, mais je vais juste souligner quelques éléments dans les négociations des Nations Unies sur le climat, puis après, on va passer au bilan mondial, ou en anglais, c'est le Global Stocktake. Oui, c'est l'ONU est très... le français est une des langues officielles de l'ONU, mais beaucoup des négociations se passent en anglais. Donc, Global Stocktake, j'ai utilisé le terme aujourd'hui. Puis, je vais passer juste en revue, une petite mise à jour sur les financements pour les changements climatiques. Puis, on peut juste aller à la prochaine diapo et même après. Puis, on commence. Juste pour vous donner une idée quand on parle des changements climatiques et les négociations, on parlait de 1992, c'est les premières négociations où on établit les conventions cadres des Nations Unies sur le changement climatique, puis le protocole de Kyoto en 1997, puis Copenhague en 2009. Copenhague, c'est vraiment un moment important dans les négociations parce que c'est là où on a abandonné l'approche du protocole de Kyoto, que vous connaissez assez bien, j'imagine. C'est basé sur un marché de carbone mondial. Puis, il y avait un sentiment que ça ne marchait pas. Donc, à Copenhague, il y a la décision a été prise de ne pas continuer avec ce modèle de protocole de Kyoto, mais remplacer avec quoi? Ça, c'était développé plus tard à Paris en 2015. Puis, on avait Glasgow aussi récemment. Là. Donc, je vais juste comme souligner les éléments importants, mais pas aller trop en détail. Mais je pense que le premier cas pour moi, c'est ici à Montréal, en 2005. Là, puis j'ai manqué peut-être 5 dans la dernière 18 ans. Là. En tout cas, c'était pas toujours la meilleure participation, mais voilà, j'étais là quand même. Donc, on va passer on va juste aller, je vais juste pour accélérer un peu. Puis ça, c'est les conventions cadres, blablabla. On va ralentir ici. Ça, c'est l'engagement de Copenhague. Ça, c'est la chose qui, peut-être, ça, c'est une des choses importantes à Copenhague. Ils ont abandonné un peu le concept de marché de carbone. Puis c'était pas remplacé, mais en parallèle, il y avait cette promesse ici, offrir des pays en voie de développement un minimum de 100 milliards de dollars par année. Pour le financement climatique. On parle de financement climatique, tout le monde va parler de cet objectif de 100 milliards de dollars par année. Ce n'est pas nécessairement l'argent public, comme le financement officiel du gouvernement du Canada, du Québec pour aider avec les développements. Ça peut être du secteur privé, mais c'est très difficile de mesurer. Puis, mais c'est une des promesses qui persistent, qui était renouvelée à Paris
puis renouveler à Glasgow. Mais à Glasgow, en fait, ils ont dit on n'a pas tenu nos promesses, on n'a pas livré le 100 milliards de dollars. Mais c'est juste pour vous donner un peu quand on parle de financement climatique, c'est un des enjeux les plus importants, c'est le 100 milliards de dollars par année. Par année. Donc, on peut continuer à la prochaine. L'accord de Paris, je pense que c'était bien souligné. Je pense qu'on a quelques... Oui, ça c'est bon. Donc, l'accord de Paris, l'idée, c'est on va ratchet up le momentum, on va accélérer la participation chacun, mais surtout après une évaluation de tous les 5 ans. Là. Donc, à Glasgow, mais 2021, on est supposé c'était 5-6 ans après Paris, mais donc le prochain, le COP en 2025, on ne sait pas si ça va où, là, mais un des instruments pour aider avec cette accélération des objectifs, c'est cette affaire de Global Stocktake, qui est le bilan mondial dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau, est-ce qu'on est en train, on a toutes ces contributions nationales déterminées, Nationally Determined Contributions en anglais, NDC, CDN, mais ça montre à quoi? Est-ce qu'il y a assez de momentum? Est-ce qu'il y a assez d'effort? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Donc, ça, c'est l'exercice qu'ils ont complété. Ils sont en train de compléter. Ils ont même... peut-être on va passer la prochaine diapo. Bon, je vais continuer le discours sur les négociations, puis après, on va aller dans le Global Stocktake. Juste une chose à souligner, il y a une ouverture dans le Convention cadre des Nations Unies pour les acteurs non étatiques, parce qu'on trouve que c'est très... Le Québec n'est pas là comme négociateur, c'est le gouvernement du Canada, mais aussi les acteurs comme le secteur privé, les sociétés civiles, etc. Donc, ils ont créé cette Non-State Actor Zone for Climate Action. Il y a un acronyme un peu étrange aussi, NZAC, quelque chose comme ça. Mais anyway, c'est un des éléments qui existent. Mais le dernier diapo que je voulais juste vous présenter, on parle des conventions cadres sur les Nations Unies, il n'y a pas tout ce qui se passe. Le ONU n'est pas le seul endroit où on trouve les négociations sur les enjeux de l'échange climatique. Il y a beaucoup qui se passe au OMC présentement. Là, on va peut-être en parler. L'Inflation Reduction Act commence à changer le don au niveau international. Mais le BRICS, on va aller la prochaine diapo. OMC, les objectifs de développement durable, le G7, le G20, là, en tout cas, la Banque mondiale, il y a plusieurs d'autres acteurs internationaux. Puis avec les organismes non étatiques, c'est aussi une opportunité pour eux de participer dans les négociations. Parce que c'est pas clair qu'on a besoin d'une gros attente. Ça, c'est une des idées qu'on a besoin de l'ONU à régler tout, mais la réalité, c'est probablement, c'est pas nécessairement le cas. On peut avoir une discussion sur l'importance de l'ONU comme institution pour gouverner les changements climatiques, mais juste pour que vous savez qu'il y a des autres éléments. Bon, donc je passe à le Global Stocktake. Donc, le Global Stocktake, c'est comme j'ai dit, c'est pour faire le suivi sur l'accord de Paris. C'est pour quand où on est dans nos objectifs, est-ce qu'on va atteindre les cibles et on doit éviter un changement des températures moyennes de 2 degrés Celsius avec l'ambition d'aller limiter à ça à 1,5 degrés Celsius. Je pense que Catherine a mentionné. Mais qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est là où les choses deviennent un peu plus difficiles, mais je pense que les chercheurs vont dire qu'on doit couper en moitié nos émissions d'ici 2030 et les éliminer quasiment complètement en 2050. Donc, on est 2030, on est 2023, donc il nous reste 7 ans pour éliminer la moitié des émissions mondiales qui sont toujours en train d'augmenter. Donc, ça, c'est les exercices ici pour le Global Stocktake, avec l'idée que ça, c'est mon fils qui est en train de pleurer sur le tas d'échanges climatiques. Puis, mais là, on va juste passer à la prochaine diapo. Donc, le bilan, le Global Stocktake, il y avait 3 composantes. C'est une affaire qui dure depuis déjà plus qu'1 an.
Puis ils ont complété la majorité des travaux des consultations publiques cet été, en juin. Puis ils ont juste la semaine passée, le 8 septembre, ils ont publié un rapport qui fait la synthèse de leur consultation. Puis ils ont regroupé dans le contexte, pour donner un peu le contexte politique institutionnel, l'atténuation, les enjeux d'atténuation, l'adaptation. Puis je pense que les, excuse-moi, je cherche de lire la traduction de moyen de mise en contexte, en tout cas, le moyen de financement pour les changements climatiques. Okay? Est-ce qu'il y a assez des ressources? Quels sont les besoins des ressources? Là? Je vous encourage à lire. Ce n'est pas un texte très long de 40 pages, mais je peux vous présenter les key findings, les résultats les plus, les résultats clés. Je les ai copiés à la fin de le diaporama, mais sont un peu les mêmes histoires, ça ne va pas bien. OK. Pour résumer, là. Mais c'est un peu plus en détail. Mais voilà, donc on va passer le prochain, le financement. Pour moi, une des choses qui pour moi, c'est le financement climatique. Je travaille sur le marché de carbone, puis le marché dans les carbone, comment c'est mis en œuvre dans les pays en voie de développement, mais il y a des autres instruments climatiques qui existent pour les financements, là, comme beaucoup des initiatives qui sont basées sur le financement public ou l'assistance officielle pour les développements. Donc, arrive un diapo où on présente, comme je parlais, cette promesse d'envoyer les 100 milliards de dollars par année aux pays en voie de développement. Il y a toujours un décalage de presque 2 ans pour les résultats, là. Mais c'est juste pour démontrer, en 2020, on était capable de livrer 83 milliards avec des différentes, je ne sais pas, les couleurs, ça veut dire secteur privé, les financements publics, etc. Mais c'est juste qu'on est toujours loin. On est 83, oui, c'est beaucoup d'argent. J'aimerais l'avoir 83 milliards de dollars dans ma poche, mais on est loin de ce promet qui a été fait il y a plus que 10 ans là. Donc, les pays en voie de développement, même c'est un terme qui est peut-être, on peut discuter, c'est la meilleure terminologie, mais c'est un peu dessus. Puis ces questions de financement affectent beaucoup les négociations parce qu'il y a un manque de foi, un manque de reconnaissance entre les parties. Un des facteurs, c'est le manque de financement, comme c'est une promesse qu'on a fait en 2009 pour la première fois. Donc, passer le prochain diapo, et je suis presque fini. Mais non, recule un peu. Puis ici, c'est juste pour parler, ça, c'est une autre figure de financement, là. Puis on voit, ça, c'est pour globalement, là. Il y a beaucoup d'argent que l'ONU, je pense que l'ONU qui produit cette figure-là, considère comme liée au changement climatique. Puis on parle de 800 milliards de dollars. Mais le problème, ce n'est pas nécessairement un problème, c'est pas une mauvaise chose, mais beaucoup de ce financement reste entre les pays développés ou entre les économies émergentes et les pays développés. Donc, la Chine, les États-Unis, mais des fois, ça, c'est en train de chicaner là aussi. Ça pose un autre problème. Mais on voit qu'il y a un total de 800 milliards de dollars en 2020. Là. Donc, il y a une augmentation peut-être de financement global, mais il y en a pas assez, puis il n'y a pas assez dans le pays en voie de développement. Donc, on passe le prochain diapo qui est un peu vous pouvez, c'est impossible de lire ce diapo, mais juste pour vous présenter comment le ONU est capable de découper l'argent d'où viennent les différents types d'argent, le secteur, les fonds, les finances climatiques du secteur public et le secteur privé. C'est très, très difficile à mesurer le financement climatique qui provient du secteur privé. Il n'y a pas OK, moi, Exxon va dire, oui, mon argent, c'est pour les changements climatiques, mais comment ça va être réglé? Qui va faire l'évaluation? C'est quoi le financement climatique privé? C'est quoi le financement privé, mais pas pour les changements climatiques? C'est un gros problème. Donc, on passe le prochain. Oui, c'est fini. Donc, merci. Merci beaucoup, Marc. Je sais pas si c'est encourageant. Ouais.
mais on pourra parler, peut-être présenter les résultats après si on a le temps. Maintenant, on va donner la parole à Patrick Charland, qui est professeur au département de didactique à l'UQAM et co-titulaire de la chaire UNESCO de développement curriculaire, aussi basée à l'UQAM, directeur sortant de l'IEIM aussi, je tiens à le mentionner. Patrick a plus de 15 années d'expertise en analyse des systèmes éducatifs, tant au Québec qu'à l'international. Il a réalisé plusieurs études comparatives des enjeux éducatifs à travers le monde, en plus d'avoir mené des projets de formation en Afrique francophone. Et dans son intervention, il va aborder la question de l'éducation à travers l'évolution des COP, en plus de présenter certaines trajectoires potentielles en matière d'éducation relative à l'environnement et au changement climatique. Donc, Patrick, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine. Donc, je vais présenter avec mes petits moniteurs. On peut peut-être passer tout de suite, Maëlle, aux premières photos, dirais-je, sans me présenter, on a bien fait ça. Peut-être situer mon propos, dirais-je, d'abord sur une crise climatique, sur un fond de crise climatique, mais aussi un fond de crise des systèmes éducatifs. Je n'ai pas besoin de faire un plaidoyer très long pour vous convaincre que il y a des enjeux climatiques importants. J'apprécie toujours les punchlines du secrétaire général des Nations Unies qui, à la COP27, rappelait qu'on était dans l'autoroute, le Highway to Hell, ou qui, cet été, rappelait qu'on était dans un contexte de global boiling face aux différentes crises de l'été, les feux de forêt, mais aussi différents enjeux associés à la chaleur dans certaines villes, en Europe notamment. Où je veux ajouter, je dirais, un premier regard, c'est sur un certain nombre de crises dans les systèmes éducatifs parce que souvent, dans mon analyse bien personnelle, mais partagée par certains collègues, on a tendance, d'une manière un peu magique, peut-être naïve, de se dire que les changements climatiques, que les orientations prises par les Nations Unies vont se régler par l'éducation. Et qu'au final, dans quelques années, après avoir implanté dans les programmes d'études la notion même de changement climatique, on aura de jeunes citoyens sensibilisés qui, au final, vont prendre les bonnes décisions. C'est un peu une espèce de constat global, mais on se rend compte que cette vision-là est un peu idéaliste et qu'au final, d'autres enjeux sont présents dans ces systèmes éducatifs-là qui limitent potentiellement, je dirais, l'arrivée vers ces résultats-là. Peut-être très rapidement, là, pour mettre la table, discuter du fait que les Nations Unies ont eu 2 agendas bien ciblés dans le temps. Entre 2000 et 2015, on visait à mettre tous les enfants à l'école, donc l'agenda d'éducation pour tous. Résultat mitigé, on n'a pas mis tous les enfants à l'école pour différentes raisons, notamment les crises des conflits armés et les crises climatiques notamment. En 2015, on a éventuellement, et tu peux passer à la prochaine diapo, pardon, j'ai oublié que quand je tourne sur mon téléphone, ça ne tourne pas à l'écran. La prochaine, entre guillemets, programme ou orientation internationale est orientée sur le programme des Nations Unies, orienté sur 17 objectifs de développement durable, dont l'objectif de développement durable 4, qui a une série d'indicateurs et qui intègre notamment les enjeux de changement climatique. Ceci dit, bien qu'on a mis un certain nombre d'enfants à l'école, il n'en reste pas moins que pour plusieurs observateurs internationaux, cette pression-là à construire des écoles s'est faite au détriment de la qualité. Et qu'au final, une des premières crises qu'on observe est à l'effet que, bien que certains enfants vont à l'école, ils n'apprennent pas, ou très peu, ou très moyen, à lire, à écrire et à compter. Donc, dans les données de 2018, avant la crise de la COVID qui a exacerbé ces données-là, l'UNICEF relevait qu'il y avait 617 millions d'enfants sur la planète qui n'avaient pas les bases en mathématiques et en lecture ou en écriture. On a donc fait un compromis pour la qualité versus la quantité. Un autre enjeu qu'on vit au Québec aussi est celui de la pénurie des enseignants. Et tu peux passer à la prochaine diapo. Il manque 900 enseignants au Québec. Ceci dit, il y a fort longtemps, les Nations Unies, l'UNESCO avaient prévenu de cette pénurie à venir. En 2015, on projetait qu'il manquerait 25,8 millions d'enseignants sur la planète. En 2022, Audrey Azoulay ramenait ces chiffres-là plutôt à 69 millions d'enseignants qui manquent pour former et éduquer les enfants.
Et Maëlle, tu peux passer à la prochaine. Manos Antoninis, qui est responsable du GEM Report, qui est le Global Education Monitoring Report, publiait il y a quelques minutes que si on était sur nos objectifs associés à l'éducation, ben, on aurait dû former 1,7 million de plus d'enseignants seulement au primaire. Donc, il y a des enjeux qui touchent les systèmes éducatifs, crise de l'apprentissage, pénurie d'enseignants, ce qui fait que de relayer dans le système éducatif, je dirais, une certaine pression sur éduquer la planète, ben, c'est une pression qui est peut-être indue. Je passe rapidement, Maëlle, mais tu peux laisser la diapo, mais on va aller tout de suite à la prochaine, sur le fait qu'en 2022, un sommet des Nations Unies a réuni les chefs d'État de la planète, le Transforming Education Summit, qui observait que depuis 40 ans d'action, de développement des différents systèmes éducatifs, on observe toujours crise d'équité, d'inclusion, crise de qualité des systèmes éducatifs et crise de pertinence de ce qu'il y a et de ce qu'on enseigne à l'école. Audrey Azoulay, hier, ajoutait d'ailleurs dans la prochaine diapo, Maëlle, que alors que tantôt, en 2015, on projetait et on observait qu'il y avait 59 millions d'enfants qui n'étaient pas à l'école, eh bien, c'est 250 millions d'enfants qui ne sont toujours pas à l'école en 2023, ce qui fait que les enjeux sont considérablement importants. Je vais aller rapidement sur la prochaine partie pour parler d'éducation à travers les accords à travers les différents accords entre la COP 1 et éventuellement la dernière COP, mais globalement, pour insister sur le fait que dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies, c'est l'article 6 qui, dès le départ, a mis les tables et les bases des enjeux éducatifs. Cet article 6-là est sur la figure, on le voit bien, a évolué dans le temps, a globalement été retouché, et depuis le milieu des années 2000, ben, on a associé ou attribué à cet article 6-là un nom peut-être plus sympathique, qui est cette idée d'action pour l'autonomisation climatique, ou en anglais le Action for Climate Empowerment, qui est en quelque sorte un nouveau titre à cet article 6-là orienté sur l'éducation. Maëlle, on insiste dans la prochaine diapo sur le fait que l'éducation est une thématique, et là je n'ai pas le temps de faire une analyse conceptuelle, mais qu'il y a des enjeux associés à l'éducation, à la formation des acteurs de l'éducation, mais des acteurs de toutes les sphères de la société civile, sensibilisation du public, accès au public, participation au public et coopération internationale. Bref, cet article-là vise très large pour introduire une série d'enjeux éducatifs avec un certain nombre d'objectifs. On a donc misé sur cette idée où les États, qui sont souverains par rapport à leur système éducatif, se dotent de manière responsable de plans d'action orientés par la gestion axée sur les résultats, qui réfléchissent donc avec des cibles nationales sur comment on va intégrer à travers ces 6 sphères-là de notre système éducatif, qu'il soit formel, non formel ou informel, la thématique des changements climatiques. On a parlé beaucoup à travers l'évolution de l'éducation dans les différents accords du programme de travail de Doha, qui est venu poser un certain agenda sur les enjeux éducatifs. Et j'insiste ici sur la nécessité d'une approche dite systémique dans le regard des questions éducatives dans les différents systèmes. Puis on peut passer la prochaine, mentionner qu'on a créé, après les accords de Paris, un Office for Climate Education qui visait à doter les différents États d'un certain nombre de connaissances techniques mises à jour et qui permettait notamment d'outiller les acteurs je dirais, des curricula, et je reviendrai sur cette notion-là en général. À noter qu'en 2020, prochaine diapo, on a évalué en quelque sorte ce programme de Doha avec un certain nombre là, pour chacune des dimensions, l'éducation, la formation, etc., mais un certain nombre de constats, manque de financement, et Marc a bien abordé ces questions-là, mais on dit que les parties ont mis en évidence des besoins et des lacunes en ce qui concerne notamment toute l'assistance technique au renforcement des capacités institutionnelles en matière de formation des enseignants, de manuels scolaires, de manuels pédagogiques, etc. Donc, ce que vivent les représentants des systèmes éducatifs autour de la question des changements climatiques et somme toute ce qui est vécu dans tous les systèmes éducatifs qui visent à introduire n'importe quel changement dans leur propre système éducatif.
Et en écho, ben, je veux insister sur l'importance dans mon domaine, qui est celui du développement du curriculum, de l'importance de cette approche dite systémique pour transformer les systèmes éducatifs. Et on peut passer à la 2 diapos plus loin, voilà. Et on insiste beaucoup auprès des gouvernements pour lesquels l'UQAM et ma chaire de recherche sommes consultants, à insister sur le fait que pour transformer un système éducatif, il y a une importance prépondérante que d'aller bien plus loin que de changer les programmes d'études à l'école. Que ces programmes d'études-là, c'est une chose ou une orientation, mais qu'au final, ben, on doit aussi former les enseignants, construire des manuels pédagogiques, changer toutes les politiques d'évaluation des apprentissages, de manière à ce que ces changements-là qui sont vécus, ben, soient vécus à travers tous les acteurs et toutes les parties prenantes. On observe partout dans le monde des décalages importants entre ce qu'on appelle le curriculum prescrit, qui est officiel, le curriculum qui est implanté, hein, qui est timidement des fois dans les pratiques pédagogiques dues à des pénuries d'enseignants ou à des lacunes dans des formations et timidement implanté dans les salles de classe, et entre au final ce qui est réalisé ou réellement appris par les élèves. Très rapidement, une étude dans PLOS ONE en 2019, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est sûr que d'implanter des changements climatiques dans les curricula, c'est des grands défis pour des pays en voie de développement, qui n'ont pas d'infrastructure, qui ont peu de ressources et de moyens pour former tout le système. Mais au Canada, dans PLOS ONE, on observait d'importants décalages dans toutes les provinces canadiennes entre ce qu'il y a dans les programmes et je dirais dans le message récent du GIEC. Dans toutes les provinces canadiennes, depuis le début des années 2000, on a intégré à des degrés divers les enjeux climatiques. Puis tu peux passer à la prochaine diapo. Et dans cette carte-là, à travers le Canada, quand il y a du blanc, c'est que certains aspects jugés importants par les chercheurs de l'article ici, notamment discuter du consensus international autour du fait qu'il y a consensus, ben, qu'au final, on observe des lacunes dans des programmes. Et ces lacunes-là, si tu sautes la prochaine et tu vas à l'article Maëlle, ben, ces lacunes-là ont certaines conséquences et on peut aller à la prochaine, Maëlle. Au final, ben, cet été, on avait un sondage où on disait que 7 Canadiens sur 10 avaient certaines craintes à l'égard des changements climatiques, mais quand on les questionnait davantage, seulement 40% d'entre eux indiqueraient qu'ils modifieraient leurs habitudes de vie. Donc, on a 23 ans d'action éducative depuis le début des années 2000 au Canada, mais au final, les résultats sont somme toute, même cet été, avec les grands feux, le déménagement de la ville, de Yellowknife, globalement pour les Canadiens, on voit que les impacts ont été somme toute mitigés. Et je termine par cette slide ici. Quelle éducation, formation, sensibilisation au changement climatique? Je ne peux que citer ou reprendre la vision de ma directrice de thèse, Lucie Sauvé, professeure ici à l'UQAM, qui a, je dirais, contribué à l'émergence du champ de l'éducation relative à l'environnement. Et pour Lucie Sauvé, elle insiste d'une part, et on peut mettre la première figure, sur le fait qu'il ne faut pas seulement avoir l'idée que d'introduire les changements climatiques dans les programmes, ce n'est que de parler que de changement climatique. Elle introduit 4 dimensions de l'éducation à l'environnement. La dimension du au sujet de, j'éduque au sujet des changements climatiques, où je me sers de la problématique des changements climatiques pour enseigner les sciences. Mais pour elle, on ne va pas assez loin et les résultats qu'on a peut-être pu voir dans le sondage précédent expliqueraient le fait que on n'est peut-être pas capable de sensibiliser adéquatement ou de former ou d'éduquer les citoyens. Pour elle, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut aller dans une perspective du empowerment du citoyen, où les enseignants, les formateurs doivent mettre leurs élèves, leurs personnes apprenantes dans une contribution à l'égard de l'amélioration de la situation, qu'on puisse dépasser le simple apprentissage de faits, mais qu'on puisse faire vivre les enjeux dans l'environnement ou qu'on puisse contribuer à résoudre dans des degrés très divers cette éducation-là. Et je terminerai aussi en mentionnant que Lucie Sauvé a contribué beaucoup à une réflexion très critique sur le concept de développement durable lui-même, qui pour elle, dans la sphère éducative, n'est peut-être pas le meilleur concept. Ce concept-là a été développé certainement pour développer un discours avec les économistes, les politiciens, mais qu'en éducation, la durabilité d'une espèce au détriment d'autres n'est peut-être pas le meilleur concept à être abordé et propose le concept notamment de l'éthique de la responsabilité.
En conclusion, on peut passer aux 2 prochaines diapos. On évoquait un petit peu plus tôt chez Catherine cette idée où il y a certaines attentes à l'égard de la COP28, beaucoup d'attentes chez les partenaires techniques et financiers, le mot à la mode pour parler des bailleurs de fonds. Par exemple, le Global Partnership of Education, qui est probablement le plus gros fonds avec la Banque mondiale, mentionne que les attentes sont immenses à l'égard de l'éducation pour la COP28. On a annoncé une journée spécifique et dédiée à l'éducation. Dubai Care, qui est un autre partenaire technique et financier, a signé des ententes avec le gouvernement de Dubaï pour des investissements majeurs dans le domaine éducatif. Et donc, l'éducation prendra, au-delà des évaluations qui ont pu être faites, une saveur particulière dans cette COP28-là. Et terminons par cette phrase de Barack Obama qui rappelle qu'on est certainement la première génération à ressentir les impacts des changements climatiques, mais on est aussi la dernière qui peut faire quelque chose à propos de ceux-ci. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Vraiment, vraiment intéressant. Merci à Marc également. Je pense ça nous permet de voir aussi que parler de changement climatique et des COP, bon, c'est les COP ce sont les COP qui sont médiatisés, mais il se passe plusieurs choses autour, dont plein de négociations sur justement en éducation, la désertification aussi. Donc, je pense que c'est important de se rappeler ça parce que les COP sur les changements climatiques sont les plus médiatisés, mais il y a beaucoup de travail en amont puis en parallèle qui est fait. Donc, il nous reste comme 10 minutes pour passer au public. Donc, on est là pour échanger avec vous également. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur les interventions ou autres sujets sur lesquels on peut peut-être répondre. Le micro est juste au centre pour le public. Jamais. Oui, vas-y. Bonjour à tous et merci beaucoup pour les nombreuses conférences. C'était vraiment intéressant. Ma question est surtout pour M. Charland, Patrick, étant donné aussi qu'on vient de parler de l'éducation. Je vais essayer de formuler ça de façon la plus concise possible, mais autant que, évidemment, l'éducation est une priorité tant à l'ONU quant à tous les champs d'intérêt, mais d'un point de vue de la COP, des changements climatiques, etc., pensez-vous que de remettre un accent sur l'éducation, notamment de la société civile, c'est pas une façon de mettre la responsabilité de la lutte climatique sur la société civile plutôt que de mettre le blâme, si on veut, aux industries polluantes et de les forcer à prendre action? Parce que souvent, on entend parler que ces industries-là, c'est notamment une de leurs stratégies de remettre la culpabilité sur la société civile qui devrait, eux, monsieur, madame, tout le monde devrait faire son recyclage, etc. Je pense que vous comprenez mon point. Donc, croyez-vous pas que autant que c'est un enjeu extrêmement important, puis il faut éduquer la société civile sur les changements climatiques, autant que ça peut peut-être pas aussi être une façon de détourner la culpabilité sur le public? Clairement, il y a cet enjeu-là, hein, surtout si on fait mal, je dirais, les actions, les plans d'action, notamment à l'égard de l'éducation. Dans la figure que j'ai pu présenter, où on montre des décalages entre ce qui est prévu, ce qui est implanté et ce qui est au final réalisé, un des constats à l'international, c'est la compartimentation du développement et de l'aide au développement où, là, je n'aimerais pas le pays, mais je travaille dans un pays où une agence de fonds finance des programmes de mathématiques, l'autre finance des programmes de français et l'autre finance les programmes de sciences et on ne finance pas les programmes d'univers social, par exemple, ou de sciences humaines et sociales. Donc, cette compartimentation-là et un regard, je dirais, non systémique, non aligné, non cohérent fait en sorte qu'au final, peut-être qu'on dépense des sommes dans les systèmes éducatifs pour absolument rien au final. Je pense qu'il faut quand même rappeler que dans cette action concertée-là, les 3 pôles du changement, c'est l'incitation, la coercition et l'éducation. Et au final, je pense qu'il ne faut pas non plus laisser tomber l'éducation à cause du risque de donner peut-être trop de poids à la société civile. De notre côté, on veut aussi avoir des citoyens qui sont informés, qui sont sensibilisés, qui sont éduqués et qui vont vouloir prendre des actions concrètes et qui vont vouloir, entre guillemets, voter du bon bord.
Et à cet égard, je pense qu'il faut aussi garder cet aspect-là vivant dans ces accords-là. Je peux juste compléter, parce que je pense que le point qui a été mentionné, c'est la responsabilisation des compagnies, de l'industrie minière, etc., qui est vraiment centrale, mais pour justement demander cette responsabilisation-là, puis exiger ça, ben, on a besoin justement d'une population qui est au courant, qui est au courant des impacts, ça c'est une chose, mais de toute la machine, d'où que ça vient en fait, donc qui en sont responsables. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est complémentaire. Donc, voilà. Caroline? Oui, bonjour. Alors, on a des gens à distance qui ont également des questions. Je vais en poser une qui a été posée par M. Amadou Idrissa Bokoye, professeur associé à l'ISE, également scientifique à Environnement Canada. Alors, sa première question, je la lis textuellement. Un des enjeux associés aux négociations internationales sur les changements climatiques est le non-respect des engagements, notamment sur le plan financier, quant aux accords déjà signés. Pensez-vous que le cadre actuel des négociations reste le véhicule approprié au regard de la gravité de la crise climatique et du fait qu'on est loin du compte quant à la réduction des émissions de GES? Alors, peut-être Marc. C'est une très bonne question. La réponse courte, c'est non, l'ONU n'est pas l'endroit pour régler ces genres de problèmes, mais c'est un endroit où on peut discuter. Mais donc, ça va pas dire que c'est inutile, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on est capable de démontrer qu'il y a un accord entre les engagements, comme j'ai parlé de 100 milliards, puis on est 20 000. Et les 100 milliards, c'est vraiment le minimum. C'est pas comme on est comme généreux quand on parle de 100 milliards de dollars. C'est vraiment le minimum. Mais c'est vrai que ça dépasse vraiment les compétences de l'ONU parce que l'ONU, c'est là, les négociations sont basées sur le consensus. C'est un pays ne peut pas être pas d'accord avec une négociation. On va dire non, je ne peux pas accepter. C'est ça qui s'est passé à Copenhague, puis c'était un peu le crise. Là. Ils ont trouvé un moyen de contourner ça. Mais donc, c'est le consensus. Donc, il y a des débats de comment reformer l'ONU, le Convention cadre des Nations Unies. OK, on ne va pas passer par le consensus, ça va être sur le vote en majorité. En tout cas, ça, c'est les choses un peu comme controversées. Mais il y a beaucoup des solutions qui se passent à l'extérieur. Je ne veux pas aller en détail, mais on parle de responsabilité sociale des entreprises. Ça, c'est est-ce qu'ils sont vraiment prêts à faire respecter leurs engagements volontaires. Mais je pense que ce qui attire le plus d'attention, c'est excusez-moi, j'ai en train de mélanger mes acronymes français et anglais, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, Carbon Border Adjustments. Ça, c'est un tarif carbone aux frontières que l'Union européenne, je pense qu'ils ont adopté cette année, l'année passée, qui envoie un signal, si vous voulez faire un change avec l'Union européenne, il faut que vos produits, pas dans tous les secteurs, l'acier, je pense que c'est parmi les secteurs, peut-être le ciment, il faut que ça respecte les normes européennes sur la tarification carbone. Puis la tarification de carbone, vous savez, c'est combien en Europe présentement? Là? C'est 100 $ par tonne de CO2. C'est quoi ici au Québec? C'est 47 $ par tonne de CO2. Ils sont beaucoup plus loin que le Québec. Le Canada, il y a un autre système, c'est 65 $. Mais on parle de vrai argent, là, 100 $ canadiens. Puis, c'est pas tous les pays qui sont ciblés. C'est un peu compliqué. Je ne maîtrise pas les détails. Mais cette tarif aux frontières, c'est une façon d'insister. Si vous voulez faire affaire avec l'Union européenne, il faut respecter nos normes environnementaux. Est-ce que le Canada va adopter quelque chose de semblable? C'est une grosse question. À l'inverse, là, si on a l'Inflation Reduction Act aux États-Unis de l'année passée, c'est compliqué ce qui se passe aux États-Unis, mais quand on parle des subventions d'échange climatique, ils ont trouvé la solution pour les Américains, c'est de subventionner en masse les énergies renouvelables. Donc, ça en place de mettre une pénalité financière, c'est une subvention pour les entreprises américaines. Des fois, un peu les Canadiens peuvent en profiter, mais c'est un modèle que les Chinois ont développé il y a 20 ans. Là. Quand on parle des panneaux solaires à faible prix, c'est souvent grâce à les investissements du gouvernement chinois il y a 20 ans. Là. Donc, c'est un peu le même système. On investit dans les énergies renouvelables.
le développement, ça va faire baisser les prix pour ces genres de technologies, les rend plus faisables. Puis, pour les pays en mode de développement, les décisions ne sont pas si faciles, mais peut-être entre ces genres d'institutions, peut-être on va trouver des autres moyens. Merci beaucoup, Marc. On va prendre une dernière question. Après ça, on va passer à notre invité d'honneur, mais il va y avoir une autre période de questions après, donc on pourra jumeler le tout là, si jamais. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi-même, j'ai beaucoup apprécié, j'ai appris énormément de choses. Catherine, Marc et puis Patrick. Oui. Patrick, ma question s'adresse à toi. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est en train de faire du neuf avec du vieux en matière d'éducation et que c'est le même système qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui, qu'on veut réitérer et qu'on veut implanter ailleurs partout dans le monde? On fait cette question pour pouvoir susciter beaucoup plus de réflexion. Est-ce qu'on se pose souvent la question de savoir, quand je me déplace avec ma voiture pour aller chercher 5 kilos de produits à l'épicerie, que c'est 2 tonnes que je trimballe pour aller chercher 5 kilos d'épicerie? Est-ce que le système permet de nous poser ces questions-là? Est-ce que le système éducatif nous permet de savoir qu'il y avait déjà dans l'humanité des manières de faire qui sont beaucoup plus pro-environnementalistes que ce que nous faisons aujourd'hui? Nous parlons aujourd'hui de biodiversité, mais la biodiversité est synonyme d'animisme. C'est le fait de donner une âme à chaque chose et de comprendre que chaque chose a sa place dans notre univers. Est-ce que nous sommes en train de faire la bonne chose? C'est autant de questions que je pose à tout le monde et auxquelles nous devrons chacun chercher à réfléchir. Je n'ai pas l'impression que le système éducatif actuel est en train de nous conduire vers la bonne, d'autant plus que ceux qui prennent ces décisions, et je parle des Nations Unies, quand ils ont à déplacer un seul fonctionnaire pour plus de 4 heures dans un avion, ils le mettent en classe affaires. La classe affaires, là, c'est 3 personnes. C'est 3 places. C'est une question que je pose, mais je ne demande pas de réponse. Vaste question. Est-ce qu'on refait ce qu'on a l'habitude de faire? Peut-être. Le buzzword pendant un certain nombre d'années était celui de l'éducation pour tous. C'est devenu ensuite les objectifs de développement durable ou en éducation, l'ODD, et le dernier s'est transformé. D'accord? Donc, dans l'analyse du discours onusien, ces mots-là prennent une prépondérance. Donc, si on va sur les médias sociaux, on observe que depuis septembre dernier, on est dans cette idée de transformation. Est-ce que ça veut dire qu'on ne voulait pas transformer les systèmes éducatifs en 80, en 2000 ou en 2022? Je ne crois pas non plus. Clairement, par contre, il y a des orientations nouvelles qui font en sorte qu'on tend à mettre autour de la table les partenaires techniques et financiers et à s'assurer qu'il y ait ce qu'on appelle des clusters éducation, de manière à ce qu'au moins, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, ces gens-là se parlent. Donc, si on veut investir au Niger, ben, il y a un secteur éducation qui va se rencontrer 10 fois par année et qui va dire, ben, nous, on va financer ceci, cela. Donc, une approche beaucoup plus systémique et concertée des questions éducatives. Ensuite, ben, il y a chaque État, chaque système éducatif a son ministre, ses fonctionnaires et ses particularités propres. On a tendance, je crois, à l'ONU d'oublier que chaque culture a ses manières de changer. Et ce regard-là sur la notion de changement dans chacune de ces cultures-là est extrêmement important. Donc, l'espèce de volonté pendant un certain nombre d'années d'envoyer mur à mur des programmes un peu tout faits sur voici ce qu'on devrait enseigner en première, en deuxième ou en troisième année, mais ça ne fonctionne pas. Et là, je pense que la sensibilité quant à la notion de big data, de collecter des données régionales, de comprendre quelles sont les attitudes, de mettre ça dans des bases de données. Donc, le thème de l'IEIM est aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et aurait pu être aussi orienté sur la culture des données. Ces aspects-là commencent à
à avoir certains résultats et qu'on comprenne bien ce qui se passe, non pas dans une perspective même étatique, mais dans une perspective régionale. Et ce qu'on fait à Kinshasa, c'est peut-être pas exactement ce qu'on doit faire à Lubumbashi. Et qu'à cet égard-là, ben, les changements à mettre en place doivent être extrêmement réfléchis avec toutes les parties prenantes. Et ça, c'est assez récent, je pense, dans cette perspective collaborative-là, non colonialiste, si j'utilise certains mots de certaines tables aux Nations Unies. Merci beaucoup, Patrick. Donc, c'est ce qui va clore le panel. Donc, merci beaucoup, Marc Purdon, Patrick Charland. Maintenant, on va passer, donc je passe la parole à François Audet, qui est directeur de l'IEM et qui va présenter notre invité d'honneur. Donc, je vous invite à rester pour ce moment de présentation. Merci beaucoup. Bonjour, quel panel pertinent, intéressant. Merci à l'ISE et à l'IEM d'avoir organisé ça. Et ce qui me fait le plus plaisir personnellement, c'est de voir autant de jeunes figures dans la salle, de voir autant d'étudiants et d'étudiantes, parce que j'assume que vous l'êtes, sauf pour quelques-uns peut-être. Mais non, sérieusement, merci d'être là aujourd'hui. C'est d'autant plus pertinent, et on remercie d'ailleurs aussi Marc et sa conjointe d'être venus en plein congé de maternité et de paternité. C'est d'autant plus pertinent aujourd'hui donc qu'on a vraiment la personne, à mon avis, la mieux placée ici pour venir nous présenter comment ça fonctionne, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Et je vous inviterai par la suite à lui poser des questions au besoin. Donc, quelqu'un qui a déjà négocié dans les différents accords qu'on vient de présenter au fil du temps. Je me permets donc de présenter M. Guy Saint-Jacques. Vous me permettrez une petite lecture biographique pour celles et ceux qui le connaissent moins, mais je pense qu'on l'a beaucoup vu ces dernières années. Il y avait quelques enjeux avec la Chine qui ont brûlé un peu les médias. Donc, M. Saint-Jacques a fait carrière dans la haute diplomatie canadienne. Il a été haut-commissaire adjoint au commissariat du Canada au Royaume-Uni, chef de mission adjoint à l'ambassade du Canada à Washington, pour ensuite être affecté également comme ambassadeur en Chine jusqu'en 2016. Il a occupé évidemment différentes fonctions de la haute direction, comme je le mentionnais, de l'énergie et de l'environnement, mais il a également aussi été mandaté par le gouvernement du Canada pour négocier des accords sur le changement climatique entre 2010 et 2012. Donc voilà notamment le lien direct avec notre activité aujourd'hui. Et je tiens à mentionner aussi, pour ne pas l'oublier, que M. Saint-Jacques a été fait officier de l'Ordre du Québec cette année. Alors, ça me fait vraiment plaisir. C'est aussi un ami de l'UQAM et de l'IEM. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'introduire Guy Saint-Jacques et je lui laisse la parole. Je crois que tu veux t'asseoir, Guy. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, François, pour ton introduction. Merci à l'IEM pour l'invitation. Puis, je vous félicite pour votre intérêt envers les changements climatiques. Pour ajouter aussi à ce que François disait, j'ai une formation inhabituelle pour un diplomate parce que j'ai une formation scientifique. Je suis géologue et j'ai fait une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. J'étais déjà sensibilisé aux questions d'environnement. Et puis, j'étais en poste à Washington puis, en 2010. Puis, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, à la retraite, moi, je vais vouloir m'occuper des changements climatiques parce qu'on va avoir des problèmes immenses. 3 jours plus tard, mon téléphone sonne. C'est le sous-ministre Affaires mondiales qui dit, Guy, voudrais-tu être le négociateur en chef des changements climatiques? C'est que j'ai dit, bien certainement, parce que là, quand j'avais été recruté pour devenir diplomate, au siècle passé, on m'avait dit qu'est-ce que ça va faire un géologue aux affaires étrangères. Puis j'avais dit, vous allez être surpris parce que les questions reliées à l'environnement pour ressources naturelles vont devenir de plus en plus importantes sur la scène internationale. On sortait de la première crise du pétrole et puis donc, je pense que là, voilà mon occasion pour mettre mes connaissances scientifiques à l'œuvre. Je vais vous parler des négociations, comment ça se déroule, le rôle du Canada, les problèmes avec les négociations dans le cadre de la Convention, puis offrir peut-être quelques solutions, parce que de mon point de vue, il faut arriver à un accord contraignant qui va forcer les principaux pays émetteurs à réduire leurs émissions. Puis je vais vous parler aussi du rôle de la Chine, parce que j'ai passé 13 ans en tout en Chine, j'ai pu voir l'évolution. En commençant, le Canada
avait, dans les années 80, une très bonne réputation du côté de l'environnement. Il y avait eu la conférence de Montréal sur l'ozone, comment protéger la couche d'ozone. Et puis, moi, j'ai commencé à travailler sur cette question-là à mon retour de Chine la première fois en 87. Et puis, on préparait une des premières grandes conférences internationales qui a eu lieu à Toronto en juin 1988. Ça s'appelait l'atmosphère en évolution et implication pour la sécurité du globe. Et la conclusion de cette conférence-là, ça l'a amené à une réduction appelée à réduire les émissions de GES de 20% des niveaux de 88 avant 2005. Le processus a amené aussi, ça a lancé des préparatifs qui devaient mener à l'adoption de la Convention cadre au sommet de la Terre à Rio de Janeiro en juin 92, qui était présidé par un Canadien, Maurice Strong. Pour revenir à 87, le premier ministre à l'époque était Brian Mulroney, qui était très sensibilisé. Et 3 semaines avant la tenue de cette conférence-là, il y avait une réunion du G7 à Toronto, puis il avait convaincu ses homologues qu'il fallait adopter une convention cadre pour mettre en œuvre ce qui a été par la suite entériné à cette conférence-là. Et on est venu bien près d'avoir un accord en 1990 pour réduire les émissions au sein du G7. Malheureusement, le lobby des compagnies pétrolières américaines a eu raison de la détermination du président Reagan et puis l'accord a échoué. Comme on l'a vu tantôt, dans le cadre de la Convention, ça s'est bien déroulé les premières années. Il y a eu l'adoption du protocole de Kyoto en 1997, ainsi de suite. Maintenant, en ce qui concerne le fonctionnement de la Convention puis des négociations, je vais vous donner de quoi a l'air une année typique. C'est que dans une année typique, il y a le processus formel de négociation qui se déroule sous la CNUC, sous la Convention. Première séance de négociation qui a lieu à Bonn au mois de mai. Généralement, on a besoin d'une autre séance de négociation à l'automne. Là, il faut trouver un pays volontaire avec des facilités pour accueillir 3 000 à 4 000 personnes. Et il y a la COP à la fin de l'année. Bien sûr, le pays qui est hôte de la COP joue un rôle extraordinairement important. Et ce pays-là va ajouter d'autres réunions, souvent au niveau ministériel, pour essayer de faire avancer les dossiers litigieux. Et il y a aussi des groupes régionaux qui commencent à se réunir. Moi, dans mon cas, au mois de janvier, j'allais au Japon parce qu'il y a notre groupe qui incluait le Japon, les États-Unis, la Suisse, le Canada, l'Australie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande. Quelques invités, on essayait de voir comment va se dérouler l'année, puis comment négocier. Mais c'est extrêmement exigeant. En 2011, j'ai été absent d'Ottawa pendant 140 jours. On voyage constamment. Puis en plus aussi, il faut, j'essaie moi beaucoup de consulter la société civile au Canada, les gouvernements provinciaux, l'industrie. J'avais des réunions avec les Inuits qui vivaient les effets des changements climatiques. Un grand problème avec la Convention cadre, c'est que toute décision doit faire l'objet d'un consensus. Ce qui veut dire que n'importe quel pays qui a une objection peut bloquer toute décision. Puis pour vous donner un exemple, à la COP 16 à Cancun, c'était présidé par la ministre des Affaires étrangères mexicaine, Mme Patricia Espinosa, qui est devenue depuis la secrétaire exécutive de la CNUC. Et puis aussi, tout le monde veut être impliqué là, parce que la COP se déroule sur 2 semaines. La portion ministérielle, c'est dans la deuxième moitié de la deuxième semaine. Puis on essaie d'avoir le maximum de résultats pour quand les ministres vont arriver, mais on n'y arrive jamais. Et là, il y a des tactiques de négociation qu'employait Mme Espinosa. Elle convoquait une réunion à 2 heures du matin, à 15 minutes de préavis. Et ça, c'était avec le but que les pays récalcitrants, leurs négociateurs soient bien endormis et puis qu'ils ne puissent pas être là. Parce que là, vous pouvez dire, ben, écoutez, on vous a convoqué une réunion, puis c'est ça une négociation, on négocie parfois 24 heures d'affilée. Et elle avait réussi à concocter un beau projet de décision. Et là,
lors de la séance finale, le document est retardé, puis on sait qu'il y a des pays, ce que j'appelle les pays récalcitrants, là, la Chine, l'Arabie saoudite, la Russie étaient pour s'objecter, puis c'est la Bolivie qui s'objecte, puis justement, le représentant dit je n'ai pas participé à la négociation là, finale, il fallait que je sois là. Puis c'est que Mme Espinosa lui a dit écoutez, le procès verbal va noter votre objection et tout de suite après, elle a dit je déclare la déclaration adoptée. Et là, tout le monde s'est mis à applaudir. Là, j'ai surveillé le Chinois qui il est venu très en colère parce qu'il voulait s'objecter, mais là, il y a eu une ovation qui a duré 5 minutes, affaire conclue. Donc, tout ça pour dire que c'est un problème grave, cette notion de consensus. Et moi, je dois dire que mon expérience, je suis ressorti de là assez amer parce que c'est devenu un forum très belliqueux entre le Nord et le Sud. Puis c'est des récriminations tout le temps, des demandes d'argent. Puis aussi, dans tout ça, le G77, habilement coordonné par la Chine, joue un rôle très important. La Chine, qui est devenue le plus grand émetteur de gaz à effet de serre, qui s'est beaucoup développé. J'ai vu plusieurs cas où des pays africains mettaient de l'avant des positions qui étaient contraires à leur intérêt. Et pourquoi? Ben, c'est à cause de l'influence extraordinaire que la Chine a en Afrique grâce à ses investissements, entre autres dans le cadre de la grande stratégie, la ceinture, la route. Et donc, tout ça nous amène à la COP, comme je disais, dans la plupart des cas, les COP se terminent par, au mieux, avec un communiqué plein de bonnes intentions, appelant à la poursuite des négociations, mais sans véritable progrès. On a entendu parler de la COP 28 qui a lieu à Dubaï. Le pays hôte, à mon avis, n'a pas déployé beaucoup d'efforts pour bien préparer cette COP-là. C'est que je ne m'attends à aucun miracle à Dubaï. Et puis, bien sûr, les négociations sont difficiles parce que si on arrivait à un accord contraignant, il y aurait des conséquences économiques importantes. Autre complication maintenant à la COP, c'est que vous avez suivi l'actualité le mois dernier, vous avez vu que le BRICS maintenant s'est élargi. Le BRICS, ça comprend Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Il y a 6 nouveaux membres, l'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Argentine. Beaucoup de pays dans la catégorie de récalcitrants, beaucoup de producteurs de pétrole et de gaz naturel. C'est un groupe qui représente plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Je me rappelle, on préparait la COP 17 en 2011, quand pour la première fois, le délégué chinois s'est levé et a dit « Je parle au nom du BRICS ». Et ça va compliquer les négociations à l'avenir, c'est certain. À mon avis, donc, la Convention, on n'arrivera jamais à régler la question des changements climatiques et ça devient de plus en plus urgent. Il faut donc trouver une autre solution. L'accord de Paris est un bon accord, mais le problème avec ça, c'est que les pays, les signataires se sont engagés à réduire volontairement leur émission de gaz à effet de serre. Puis il y a juste l'effet de pression qui peut jouer, mais on est très loin. Marc, tantôt, en a parlé d'atteindre l'objectif. Moi, je peux vous dire aussi que quand je discutais avec les scientifiques à Environnement Canada, eux prévoient un réchauffement de 3 à 3 degrés et demi. Quelle est la solution? Je vais y revenir dans un instant, mais laissez-moi vous parler un petit peu de la Chine. La Chine, c'est une terre de paradoxes et de contradictions. Elle est responsable d'environ 30% des émissions mondiales de GES. C'est le plus grand consommateur de charbon au monde, mais c'est aussi le pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables. Puis, il y a des progrès qui se font. Par exemple, la part des énergies renouvelables est passée de 14,5 en 2012 à 25,5 en 2021. J'ai vu un chiffre en 2022 qui serait maintenant presque rendu à 30%. Et la part du charbon dans la production d'électricité est passée de 68,5 à 56%. Mais c'est l'endroit où il se construit le plus de centrales thermiques au charbon. En fait, il s'en construit plus en Chine que partout ailleurs dans le reste du monde. Pour les 6 premiers mois de cette année, la production de charbon a augmenté de 4,4 %, celle de pétrole de 2,1 %, le gaz naturel 5,4 %. Là-dessus, le président Xi Jinping
vit des moments difficiles. L'économie chinoise ne va pas bien. Et lors des périodes de canicule, ils ne voulaient surtout pas que les Chinois manquent d'électricité pour faire fonctionner leurs climatiseurs, puis aussi les usines qui produisent les éoliennes et les panneaux solaires. La Chine va atteindre ses cibles de réduction telles qu'indiquées dans sa contribution nationale déterminée sous l'accord de Paris, mais c'est assez modeste comme objectif. Plafonnement des émissions de GES en 2030, carboneutralité en 2060. Moi, quand je négociais, je connaissais bien la Chine. Je leur disais, vous pouvez faire beaucoup plus que ça. Il y a plein de choses qu'ils peuvent prendre. Puis aussi, maintenant, il y a une prise de conscience. Ils savent que les changements climatiques commencent à affecter, ils vont continuer d'affecter beaucoup la Chine. Il y a une désertification croissante dans les parties nord et ouest du pays. Il y a des problèmes de santé dans la population. La menace aussi que continue la montée des eaux pour les villes côtières. Le Canada a beaucoup aidé la Chine dans le cadre de l'aide fournie par l'ACDI, l'aide au développement. C'est nous qui avons aidé à créer le ministère de l'Environnement. J'ai vu des commentateurs récemment qui critiquaient la visite du ministre de l'Environnement, M. Guilbeault, qui est allé participer à la dernière réunion du Conseil chinois pour la coopération et le développement, qui est financé par le Canada. À mon avis, la visite était tout à fait appropriée et venait à point. Et puis le fait qu'il ait été invité, malgré le fait que les relations politiques soient difficiles, est une reconnaissance que la Chine reconnaît que le Canada l'a beaucoup aidé. C'est que donc, pour revenir à la solution sur le plan international, l'urgence du réchauffement climatique n'ira qu'en s'accélérant au cours des prochaines années. Puis, je pense que de plus en plus de citoyens ne pourront plus assurer leur logement en cas d'inondation ou de feu de forêt. Là, je voyais il y a quelques semaines, lorsqu'il y a eu des pluies diluviennes à Montréal, il y a des pauvres gens sur une rue, là, j'oublie, c'est la 4e fois en 8 mois que les gens qui vivent au rez-de-chaussée sont inondés, sont plus capables de s'assurer. On a vu aux États-Unis un nouveau record qui a été établi à date. Il y a eu 23 événements météo qui ont causé chacun plus d'1 milliard de dollars de dégâts. Et puis, quand j'entends des politiciens comme Stephen Harper autrefois et Pierre Poilievre maintenant qui nous disent que c'est un gaspillage d'argent d'en faire davantage tant que la Chine n'en fera pas plus, d'après moi, c'est une très piètre excuse, c'est une vision réductrice et défaitiste. La Chine en fait beaucoup et puis c'est une responsabilité collective. C'est qu'à mon avis, à part le dialogue qui a lieu dans le cadre de la Convention, moi, je prône 3 grandes séries de mesures pour accélérer le progrès. D'abord, il faudrait que les principaux pays émetteurs acceptent de réduire considérablement leurs émissions. Comme 80% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des pays membres du G20, le Canada pourrait y promouvoir la conclusion d'un accord contraignant qui s'appliquerait à tous ses membres et qui établirait un prix significatif pour le carbone applicable à tous. Là-dessus, tantôt, on a entendu le chiffre de 100 $. C'est ça qu'il faut viser. Le prix moyen actuel dans le monde est de 26 $. Bien sûr, la Chine, la Russie et l'Inde vont s'opposer. C'est que l'alternative, ce serait de créer un club du climat. Un grand économiste, William Nordhaus, qui a proposé l'an passé dans la revue Foreign Affairs la création d'un tel club. Et là, ça viserait la mise en place de mesures de réduction, une taxe significative sur le carbone, des pénalités pour les pays qui refuseraient des mesures contraignantes. Et puis, dans un deuxième temps, ce groupe-là va devoir aussi s'intéresser à comment financer davantage les mesures d'adaptation, particulièrement dans les pays en voie de développement, les plus affectés. Puis aussi, il va falloir s'intéresser très bientôt aux grandes migrations de population qui vont devenir un enjeu international extraordinaire. Deuxième mesure, ça a été abordé lors de la période de questions, l'introduction d'une taxe sur le contenu en carbone des importations. Finance Canada a commencé un exercice de consultation là-dessus. Les règles de l'Organisation mondiale du commerce permettent l'imposition d'une telle taxe. Mais il faut que vous ayez déjà des mesures semblables chez vous pour les appliquer. L'Union européenne a adopté une telle taxe qui va entrer en vigueur l'an prochain. À mon avis, ça enverrait un message très clair. Dans le cas de la Chine, ces exportations représentent 20% du PIB. Et donc, si on se met à taxer le contenant en carbone du ciment chinois, de l'acier chinois, du verre chinois,
tout de suite, les produits sont moins compétitifs. La troisième mesure va demander un peu plus de générosité de la part des pays qui investissent dans le domaine des énergies propres. Il s'agirait de négocier un accord de libre-échange sur les technologies propres afin de favoriser leur utilisation le plus rapidement possible par le plus grand nombre de pays. C'est qu'en conclusion, même si la situation est sombre, je suis convaincu que les dérèglements climatiques vont forcer les gouvernements à agir. Ça va forcer des changements importants dans nos habitudes de vie. J'entendais tantôt quand on disait que 70% des Canadiens sont préoccupés. Et c'est vrai que ça va impliquer des changements majeurs. Il va falloir densifier nos villes. Il va falloir mettre l'accent sur le transport en commun. Mais à mon avis, on peut y arriver. Merci pour votre attention. Je vais être heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Guy, pour cette intervention qui fait vraiment qui brosse un bon portrait suite au panel qu'on vient d'avoir. Je sais qu'il y avait, puis d'ailleurs, je salue les gens qui sont dans la salle virtuelle. Je crois qu'il y avait une trentaine de personnes qui étaient là, donc on les salue de par le monde. J'ai vu qu'il y avait des gens également actuellement sur le continent africain. Donc, on a, je sais que les cours doivent reprendre probablement dans quelques minutes. C'est tout à fait normal et on va vous laisser aller justement à votre système d'éducation. Mais avant de vous laisser partir, est-ce qu'il y avait quelques questions rapides pour M. Saint-Jacques? On pourrait peut-être en prendre quelques-unes. Ne vous gênez pas. Daphné, je vais te laisser. Déjà que tu étais debout tout à l'heure. Et puis ensuite, Patrick. Donc, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je suis Daphné Baudouin. En fait, je suis allée à la COP 27 l'année passée avec l'IEM et l'ISE. En fait, c'est la même question, donc ça fonctionne super bien. Au regard, en fait, on a énormément de tensions internationales de plus en plus. Et en fait, en considérant que les changements climatiques affectent tous, mais aussi que les mesures pour pouvoir les contrecarrer sont aussi faites de façon multilatérale. Comment vous appréhendez en fait les discussions de la COP28 en fait avec les nouvelles tensions et comment aussi assurer une meilleure coopération climatique, mais dans ce type de contexte, est-ce que c'est possible d'avoir des discussions en parallèle malgré des tensions politiques claires? Donc, un peu avoir votre avis là-dessus. Merci. Très bonne question. Moi, j'ai très peu d'espoir pour la COP28 sur le plan des progrès qui pourraient être atteints par le fait que c'est Dubaï qui organise. Puis, à mon avis, ils n'ont pas fait pas suffisamment de travail préparatoire. Puis c'est clair aussi que pour eux, ils veulent garder des énergies fossiles le plus longtemps possible, puis ils sont appuyés par d'autres. Mais comme on parlait tantôt, pour la société civile, c'est une occasion d'échange et tout ça. Puis, j'ajouterais aussi une question, parce que dans tout ça, quand on parlait tantôt de responsabilisation des compagnies, moi, je peux vous dire, parce que je siège encore sur un conseil d'administration d'une compagnie, vous avez sans doute entendu parler des mesures ESG là, qui concernent l'environnement, société, gouvernance. Bien, c'est devenu de plus en plus important pour les compagnies d'avoir des plans concrets si elles veulent avoir du financement parce que les organismes de financement, dans bien des cas, moi j'ai vu, refusent de fournir du financement si vous n'avez pas fait vos devoirs. Et ça, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a beaucoup de compagnies d'ailleurs qui voudraient que les gouvernements adoptent une taxe sur le carbone parce que ça permettrait aussi d'égaliser les chances pour tout le monde puis d'éviter d'être pénalisé. C'est pour ça que il y a des discussions qui vont avoir lieu, puis des gens comme Mark Carney jouent un rôle important, mais j'espère que tout ça va être repris dans un contexte parallèle parce qu'on a besoin d'un accord contraignant le plus tôt possible. Oui, Patrick? Vous répondiez à ma question, donc j'en posais une autre. On parlait plutôt de pertes et préjudices, toute cette discussion-là de la COP précédente. Comment se jouent les BRICS, le 77? Comment voyez-vous les accords pour la mettre en opérationnalisation, ce qui a été négocié l'année dernière? Oui, mais moi, je trouve que c'est un sujet, bien sûr, important, mais qui est extrêmement difficile puis qui devient de plus en plus complexe parce que, en théorie, actuellement, les pays développés
on n'est pas en récession, on devrait avoir les moyens de contribuer davantage. Or, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'on va devoir investir beaucoup plus dans les mesures d'adaptation chez nous. Ce qui va, et puis, ça va réduire les sommes. C'est pour ça aussi qu'en ayant une taxe sur le carbone, ça serait une façon d'aller chercher de l'argent additionnel. Et puis, on parle de cas très concrets. Quand je négociais, là, je parlais avec il y a un groupe qui s'appelle EOSIS, là, qui est le groupe qui réunit les États insulaires. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de ces États insulaires qui risquent de disparaître avec la montée des eaux. Mais et puis, il y avait toujours le problème, beaucoup de pays en voie de développement exigeaient que que l'argent dont on a parlé tantôt vienne surtout de fonds publics. Moi, je pense que ça va être de plus en plus difficile et ça, c'est pour ça aussi qu'en ayant un accord, si on pouvait avoir un accord de libre-échange sur les technologies propres, ça aiderait en termes de mesures d'atténuation puis pour aller plus rapidement de ce côté-là. Merci, merci aux questions. Et en guise de conclusion, avant de faire les applaudissements d'usage, on voit clairement que je ne sais pas ce que tu en penses, Guy, mais que la perte des espaces démocratiques dans le monde joue contre ces négociations-là. Sans faire l'éloge des démocraties, je crois que les pays démocratiques, on parlait tout à l'heure d'éducation, on parlait de mobilisation citoyenne et de médias, d'organisations environnementales qui sont libres d'être actives, qui vont être beaucoup plus actives justement et conscients du phénomène de changement climatique et donc à ce moment-là d'être partie prenante active pour ce que tu mentionnes, pour des actions plus coercitives. Avec ce qu'on voit dans le déclin des espaces démocratiques rapidement, est-ce que tu penses que ça joue effectivement et en défaveur des négociations actuelles? Peut-être, mais je vais vous donner l'exemple de la Chine, c'est pour ça que j'ai ouvert mon application. J'ai l'application qui mesure la qualité de l'air à Pékin. 59, et là, on parle de particules. L'Organisation mondiale de la santé dit que vous ne devriez pas être exposé à plus de 20 particules sur une période de 24 heures. Moi, quand j'étais à Pékin, 59, on n'ouvre pas le champagne, mais pratiquement. Parce que c'est une belle journée. Souvent, les jours, c'est 200, 300 de pollution. Mais une fois que c'est le site de l'ambassade américaine, une fois que ça a commencé à être utilisé, les Chinois ont dit, puis il y a eu une étude qui a dit, si vous vivez dans le nord de la Chine, votre espérance de vie est réduite de 5 ans. Le gouvernement, bien sûr, contrôle l'information, contrôle le discours sur les médias sociaux, mais ils avaient permis aux Chinois de se plaindre du côté de l'environnement. Ça l'a forcé, en octobre 2013, un changement à 180 degrés. Le gouvernement a été forcé de reconnaître qu'il y avait des problèmes graves d'environnement, de reconnaître les changements climatiques, et c'est ça qui a amené à tous les progrès en Chine. Donc, il ne faut pas sous-estimer la force de l'opinion publique. Effectivement. Merci beaucoup. On aurait cru que ma question était déjà cannée, puis tu avais déjà le app à sortir de ton téléphone. C'était presque prévu par le gars des vues. En terminant, donc, merci à toute l'équipe derrière. Merci à l'équipe de l'Institut des sciences d'environnement. Merci à l'IEM. Merci Claude d'avoir mobilisé ce panel. Merci encore Guy de t'être prêté au jeu. C'est extrêmement apprécié, en tout cas pour moi et pour nous tous à l'UQAM, de pouvoir bénéficier de tes sages paroles et de la réflexion, de l'expérience que tu as. Et je suis convaincu d'ailleurs, et ils sont dans la salle, que la prochaine délégation, d'ailleurs, la prochaine délégation, je vous invite à rester dans la salle, on a quelques mots à vous dire, va bénéficier de ce que tu as eu comme expérience. Avant de vous laisser partir, j'ai quelques messages d'ordre général. Donc, je devais vous rappeler que cette activité a été soutenue par le gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte. Non? Et voilà, c'est fait. On fait le lien entre l'économie et l'environnement. Mais on est à l'UQAM, donc on peut chialer quand même un peu. Rappelez que l'IEM organise plusieurs activités. Notre prochaine, d'ailleurs, a lieu le 4 octobre prochain. C'est le cocktail réseautage de la journée des carrières avec le collègue, d'ailleurs, Gilles Rivard, ancien ambassadeur également aussi, qui fait partie des fellows que nous avons à l'IEM.
Et ben voilà, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, la délégation qui participe à la COP28, restez dans la salle. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Oui, Si je peux ajouter un mot à la délégation, bonne chance. Et puis, quand moi j'étais négociateur, tous les matins à 8 heures, je rencontrais la société civile. Ça fait que j'espère que vous allez pouvoir rencontrer la négociatrice, allez la voir, demandez-lui qu'est-ce qui se passe, puis elle va être heureuse d'avoir votre point de vue. merci beaucoup.